Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci de nous rejoindre comme chaque lundi à 19h en direct depuis le secrétariat général de la Comédie Française, Place Colette à Paris, pour ce nouveau numéro de Quelle Comédie, l'émission qui donne à voir, à entendre les acteurs de la maison, et j'entends par acteurs ici ceux qui agissent à l'affiche pour les spectacles, les comédiens, les metteurs en scène, scénographes, artisans, techniciens, dramaturges, costumiers, bref, j'en passe. Ce soir, plein feu sur une création à découvrir à partir du 17 juin jusqu'au 25 juillet. Mais oui, ça approche, salle de Richelieu. Ça s'appelle Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres de Julie Deliquet, d'après Molière. Enfin, je ne sais pas si on dit comme ça, vous me direz comment on peut présenter ce spectacle. Alors, en tout cas, si vous nous êtes fidèles, vous savez que cette saison, on célèbre le 4e centenaire de Molière. Le Français propose non seulement des pièces du patron des lieux, mais aussi des créations de la forme singuliste, c'est-à-dire un seul en scène, jusqu'au collectif. Alors ici, rien qu'au titre de l'ouvrage, je pense qu'on entend le collectif. Pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Elsa Le Poivre. Bonsoir. Bonsoir. Juli Deliquet, bonsoir. Et Serge Bagdasarian. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous sortez, je crois, tout juste de travail. On est en effet à quelques jours du spectacle. Je donnais la date, ça semblait résonner d'une façon un peu forte. Quelle place a trouvé en vous cette œuvre et, j'oserais dire, entre vous aussi, cette œuvre? Vaste question. Je m'excuse pour ma voix que je perds actuellement. On est encore vraiment plongé dedans de manière, vous parliez d'acteurs, mais de manière active, je crois. Cette dramaturgie, elle est collective. Elle a été pensée à partir de 3 œuvres qui sont l'École des femmes, la critique de l'École des femmes et l'Impromptu de Versailles. On est 3 à co-signer l'adaptation avec Julie André et Agathe Perrard, et puis on est une équipe plus nombreuse, 8 acteurs et actrices au plateau, et toute l'équipe au service, je crois, de cet objet qui a poussé au fil des répétitions et qui n'était pas du tout un objet préétabli. Donc il nous habite encore, il nous questionne, on sort de notes où on remet des choses à la table, on s'interroge sur la notion de collectif qu'on incarne nous et qu'ils incarnaient eux à l'époque. Parce que c'est une sorte de maison de Molière dans la maison de Molière. Julie, elle aime bien travailler là-dessus, et notamment avec nous, qui sommes une troupe, elle le sait, même si Julie aussi fait partie d'un collectif. Et cet esprit-là, tu travailles toujours avec tes acteurs aussi de la même manière. La compagnie in vitro. Voilà, le fait qu'on soit, nous, la troupe de la Comédie Française, sur Fanny Alexandre, il y avait aussi un travail là-dessus. Voilà, c'est ça, Elsa, vous étiez dans Fanny et Alexandre. C'est aussi des choses qui se tricotent d'une manière tellement organique pour nous, parce qu'on est sur un sujet constant, en fait. Là, on aborde des choses qui concernaient Molière il y a 400 ans, et puis que ce sont des choses auxquelles on fait face aujourd'hui aussi, nous, en tant que membres de la troupe et sociétaires de la troupe. Finalement, oui, il y a un lien très fort entre les hommes et les femmes dont parle Molière et les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Oui, moi, quand j'ai accepté l'invitation, c'était... Tout de suite, j'avais pas un désir forcément de monter, moi, à l'heure actuelle, une pièce de Molière. Et du coup, Eric m'a dit, mais regarde quand même aussi l'homme et la troupe. Et j'ai découvert aussi tout un territoire démocratique. Et cette interrogation face à l'institution, face au pouvoir, face à comment faire groupe, la place de l'individu dans un groupe. Alors c'est des grandes questions démocratiques et qu'on vit à l'échelle de nos métiers. Et ça c'est terriblement actuel, moderne. Vous l'interrogez vous de manière active en tant que sociétaire aussi, parce que du coup c'est quand même une maison qui est régie, je sais pas comment vous avez un rôle, oui, dans le fonctionnement même de la maison. Vous avez une vraie fonction, mais ça c'est extrêmement rare et ça vient quand même aussi de l'héritage de cette troupe initiale qu'avait créé Molière, qui n'était pas constituée comme ça avant que ça devienne la Comédie Française, mais qu'en étaient les prémices. Et du coup, c'est des questions où les hommes et les femmes se posaient. Des questions évidemment de pièces de théâtre, des questions artistiques, mais pas que. Des questions de leur place dans la société, de leurs droits civiques. Et du coup, ça, c'est quand même une matière qui est assez passionnante. Et on réduit quand même incroyablement ces 400 ans qui nous paraissent quand même plus du tout lointains. Vous, c'est la première fois, Serge, que vous collaborez à une mise en scène de Julie? Ah oui.
Et je suis ravi parce que... Voilà, pour expliquer un petit peu à ceux qui nous regardent le théâtre. De Julie à chaque fois en me disant, oh là là, mais comment on fait ça? Comment ils arrivent à cette qualité-là? Moi, ça m'interrogeait beaucoup, ça me réjouissait beaucoup. Et en même temps, ça m'interrogeait sur comment on fait. Alors, expliquez-nous. Je ne sais pas si j'ai la réponse encore, mais je vois quel est le processus de travail et comment on arrive à interroger cette chose qui est très belle, effectivement, qui est de réinterroger la troupe d'aujourd'hui à travers ce qui se passait avant et de voir à quel point, c'est ce que tu disais, à quel point les choses sont les mêmes, mais c'est très troublant. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où dans le spectacle, on a une sorte d'AG un peu comité quand même, c'est un peu des deux quand même, hein, dans les décisions qui sont prises. Et qui finalement évoquent des points, mais qui sont vraiment les mêmes. C'est-à-dire qu'eux, ils parlent de bout de chandelle, et puis nous, en comité aujourd'hui, quand je faisais partie de ces comités, et comme ça t'arrive encore maintenant, puisque tu en fais partie cette année, on parle de ça, on parle de l'économie de cette maison, de choses pratiques, d'accessibilité, enfin de problèmes qui sont pas des problèmes artistiques, mais qui sont des problèmes de gestion de cette maison et qui nous reviennent parfois, qui vont jusqu'au comité. Et à quel point les questions d'hier sont encore les questions d'aujourd'hui, à quel point on est toujours finalement aussi dans des dilemmes et dans des questionnements sur l'appartenance d'un acteur à une troupe. Comment ces questions-là, qui sont des questions lourdes, essentielles et très particulières à des maisons comme la nôtre, sont toujours d'actualité. C'est très troublant. Alors, dans la méthode, je trouve qu'il y a quelque chose de très démocratique dans la façon d'écrire. Et qu'à un moment donné, on entend que même dans une démocratie, il y a des gens qui portent mieux la parole, qui défendent mieux les choses que d'autres. Et puis, des moments où les petites voix, quand elles se manifestent, peuvent remettre en cause aussi tout, finalement. Et c'est très beau, comme tout ça, tu disais un très beau mot que j'adore, qui est ça se tricote, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés où par l'envers, par l'endroit, et bien finalement, on tisse une maille, et qu'aujourd'hui, cette troupe d'hier et cette troupe d'aujourd'hui, finalement, c'est toujours la même. On se sent des maillons d'une chaîne qui perdure et qui va perdurer après nous, quoi. Oui, c'est une méthode de travail qui est particulière et qui, en effet, je vais dire de votre part, Julie, fait grande confiance aux acteurs, attend une vraie part de la création. Le travail se fait ensemble. C'est pour ça que je me demandais où en était le travail en chacun et entre les uns les autres, parce que on a le sentiment que c'est ce maillage-là aussi qui fait œuvre. Au départ, pour expliquer à ceux qui nous regardent, il n'y a pas un texte et puis on apprend des scènes. En fait, c'est ce qu'on appelle un peu l'écriture au plateau. C'était un mélange, puisqu'on avait déjà récolté une matière vraiment qu'on avait sorti des 3 œuvres de ces 3 œuvres-là. Et puis du coup, on avait quand même une sorte de trajet dramaturgique, mais qui était très leste, hein, je veux dire, qui était vraiment une vision. Et je l'ai fragmenté, cette vision-là. Je leur ai dit, à partir de ces fragments, on va créer des bancs de montage humains, où chaque jour, on va faire des propositions de montage. Alors, dans un premier temps, avec des séquences plus petites, comme quand on commence à monter un documentaire, où on se dit, on a toute la matière. Maintenant, la matière documentaire, si on la monte pas, elle raconte rien. Il va falloir lui trouver un récit. Il va falloir lui trouver une dramaturgie commune. Et en ça, on testait chaque jour des petits bouts de montage. Et ces fragments-là, on les bousculait comme si une scène collée à une autre, elle pouvait avoir une toute autre couleur et un corps a commencé à se construire, à se déconstruire. Enfin bon, je pense que vous n'avez pas de brochure à jour encore aujourd'hui. Et on n'est pas inquiet. Et on n'est pas du tout inquiet. Et on est à 3 jours de la première, mais en même temps, on a toujours fait ça. Donc je veux dire, ça va pas plus nous inquiéter là que 3 jours au départ. Enfin, je veux dire, c'est aussi un entraînement. Il s'agit. C'est comme un muscle, vous diriez ? Moi je crois. Oui, je crois. Les structures, elles sont extrêmement travaillées parce que Julie, ses équipes, c'est quand même un énorme travail en amont. C'est un énorme travail le matin où les structures proposées d'improvisation sur lesquelles on dépose les fragments. En tout cas, parce que on arrive le matin en répétition, on a une nouvelle mouture. Julie nous propose un passage d'un fragment. nous propose une situation qui va éclairer certains fragments, éclairer certaines situations que Julie avait envie de voir ou d'expérimenter. Et puis le lendemain, ce sera une situation inverse, mais toujours avec les mêmes fragments, pour toujours voir comment le texte résonne. Est-ce que c'est une parole intime? Est-ce que c'est une parole au contraire qu'il faut collectiviser? Et tout ça s'expérimente par l'improvisation. Mais à chaque fois, ce sont des structures où Julie nous dit pas allez-y, fournissez. C'est voilà la situation, voilà ce que j'ai envie de voir, ce sur quoi j'ai envie de travailler, allons-y. Donc on est tous
motivés, concentrés sur le même but. Après, il y a des choses qui réussissent plus ou moins, ces prises de risques-là, mais c'est le processus de travail. Et finalement, le fait d'être comme ça ensemble et d'une façon très intime, parce que la prise de risque est commune à tous, donc en fait, on se retrouve tous dans cette même prise de risque, ça nous donne une forme de confiance. Est-ce que ça crée aussi entre vous une forme de mémoire collective? Bien sûr. C'est vraiment l'objectif premier, c'est ça. Hein. C'est de se dire que l'histoire du spectacle, il s'est raconté au fur et à mesure des répétitions et que le spectacle va pas être un best-of des bons moments, parce que ça, ce serait terrible. Par contre, il garde une mémoire visible à un endroit, invisible chez nous à un autre, mais qui va tout le temps, cette mémoire, venir réalimenter le travail au plateau. Ce que je ne veux pas, c'est que ce soit les mots contenus dans les fragments qui dirigent notre chemin à toutes et tous. Ça veut pas dire qu'il faut les écraser et que ça veut dire qu'il faut que nous, on trouve notre chemin pour aller jusqu'à eux. Donc, ces scénarios un petit peu que je remise chaque jour, au bout d'un moment, il y en a qui s'imposent face à d'autres. Certains abris se sont imposés, où on s'est dit cette histoire-là, puis finalement, d'autres fragments se sont invités. On est encore en train de réinterroger certaines choses, évidemment plus dans des grandes questions d'ensemble. Mais ça fait que on a vécu une histoire de répétition qui sont aussi un peu l'histoire de ces personnages qu'on a mis dans plein de situations autres que la situation à laquelle les spectateurs vont assister dans le spectacle. Ils ont vécu aussi beaucoup d'autres choses, avec les mêmes mots, mais dans d'autres moments. Donc ça fait qu'on a une sorte de mémoire d'une histoire commune. Oui, vous parlez d'écraser un mot ou pas, ça pose la question du relief aussi. Le relief dans le récit. Comment est-ce qu'on le crée? Est-ce que les parties qui sont improvisées permettent de créer le relief entre les textes, fragments qui ont déjà été choisis par vous et qui sont signés de Molière et ce qui appartient aussi aux uns aux autres? Est-ce que c'est une manière aussi de creuser des pleins et des déliés dans un récit? Complètement. Oui, mais je crois qu'on a beaucoup parlé de relief, beaucoup de parlé de majeur, beaucoup de parlé de mineur. Comment on est quand même plus sur un référent documentaire que sur un référent fictionnel. Et on se disait, tiens, dans une fiction, finalement, on a une scène d'exposition, on a des actes qui se composent pour arriver à un point culminant. Dans un documentaire, puisqu'on brasse de l'humain, c'est beaucoup plus abstrait. Si tout d'un coup, un cinéaste de documentaire se met à mettre que les meilleurs moments qu'il a filmé, je sais pas moi, dans une ferme, tous les moments où, je sais pas, accidentels, où il s'est passé ça deviendrait grossier à la fin. On se dirait, mais c'est pas la vie de ces gens-là. Ça, c'est des moments exceptionnels. Donc, il faut presque, nous, on étudie la balance pour trouver ce relief-là, mais jamais monter trop haut, pas non plus descendre trop bas, parce qu'on est quand même dans un théâtre à l'italienne et que nous, on n'est pas avec une caméra, mais trouver comment composer avec des petits riens et des grands moments de l'histoire de la troupe pour s'éloigner du biopic et en même temps que le spectateur ait la sensation d'assister de manière un peu privilégiée à des moments du off, du hors-champ, de l'organisation de la vie de la troupe de Molière. Alors là, le spectateur, il est convoqué de façon très proche. Ça nous fait évidemment arriver au sujet de la mise en scène, c'est-à-dire quelle est la place du spectateur? Comment est-ce qu'il vous regarde? Sur un plateau nu? Moi, je sais que non, parce qu'on a fait une émission au mois de mars dans l'atelier des décors. Mais justement, j'aimerais vous entendre aussi évoquer ce moyen-là qui a été trouvé de ce décor avec beaucoup de portes, des escaliers, des choses cachées, des choses montrées, une sorte de dedans-dehors, d'interpénétration entre quelque chose de très intime et en même temps un lieu de travail. C'est un peu comme ici. Oui, c'est ça. Julie, elle cherchait aussi cette vie en communauté qui pouvait certainement exister à l'époque, qu'on a moins aujourd'hui. Même si on vit beaucoup ici, mais cette et que communauté, vous avez ici chacun votre dans loge, la vie quotidienne, qui est un petit chez vous. Ah mais bien sûr, bien sûr. Quelque chose qui ressemble à ça d'ailleurs. Il y a ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, alors après il y a tous les documents parce que c'est aussi énormément de recherches, et puis tous les documents rassemblés racontent ça, qu'ils vivaient ensemble. Alors pas tous, justement, là on s'est amusé dans des structures à voir que un des personnages finalement vivait pas avec eux. Ou après voilà, ça c'est le plaisir du documentaire de l'époque avec toutes les archives où ça
chacun y va de son ingrédient pour rendre les choses vraies, parce que en fait, c'est le folklore, ou en tout cas le fantasme de cette période-là, c'est comment arriver à ne pas en abuser pour rester toujours dans une justesse, et qui fait que, et le travail de Julie est beaucoup là-dessus aussi, de rapprocher les personnages de nous. Parce qu'une figure comme Marquise, Philibert, enfin, il y a toutes, Madeleine Béjart, même Jean-Baptiste, enfin, bon, toutes ces grandes figures qu'on connaît de nom. Qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, je veux dire, on peut vite être dans une image d'Épinal ou un cliché. Donc après, voilà, c'est comment tout doucement il a fallu nous les atteindre voilà, tranquillement avec toutes ces données-là. Pour ça, il fallait faire tomber le théâtre de Molière un peu. Donc, tout de suite avec Éric Ruff, avec qui on a créé la scénographie, on s'est dit, il faut pas les mettre dans un théâtre. Il faut les mettre dans le lieu de l'intime, mais je voulais pas aborder l'intime par le prisme de l'intime non plus. Ce qui est fou, c'est qu'on n'a aucune correspondance de Molière, on n'a rien du tout d'archives sur comment vivaient ces gens. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et ce qui vous donne beaucoup de place à vous. Là, je me suis dit, en travaillant avec les historiens, justement, à chaque fois que je posais des questions, je disais, mais alors les enfants, qui les gardaient en journée? Mais où est-ce qu'ils répétaient? Et parce que, en fait, les comédiens italiens alternaient, donc effectivement, il n'y avait pas évidemment des espaces de loges, de salles de répétition, de foyers développés comme aujourd'hui. Il devait y en avoir un peu, mais pas de là à y passer des heures. Et de toute façon, ils étaient en alternance et ils n'avaient pas le théâtre tous les jours pour eux. Donc, vraisemblablement qu'ils traversaient la rue, qu'ils allaient dans leurs appartements et qu'il y avait, oui, des choses du quotidien, mais il y avait aussi beaucoup de choses du domaine de la troupe qui devaient s'exprimer là. Et puis, ça nous permettait aussi, avec cette connaissance-là, de pouvoir l'inventer, parce qu'on n'allait pas forcément avoir un archivage historique sur lequel on allait pouvoir travailler et s'appuyer, mais plutôt un peu une plaie béante, là, pour le coup, parce que c'est vrai qu'il n'a pas de correspondance non plus. Je veux dire, il n'y a pas de lettres qui ont été retrouvées de Molière, c'est fou. Donc, en fait, il y avait vraiment un espace aussi d'invention, de se dire, cette démocratie théâtrale était aussi une démocratie de l'intime, parce qu'il devait se poser la question de qu'est-ce qu'on mange ce soir, à quelle heure doivent se coucher les enfants, qu'est-ce qu'on joue demain, et que ces choses-là, elles devaient être aussi mises en commun. Donc, ces portes, ces hors-champs sont tout autant de mystères que le spectacle ne perce pas. Ça n'aura pas ces réponses. Non, l'individu, c'est pas le but. Le drame de l'individu, ou ce qui se joue vraiment derrière, on en a un petit peu on en a quelques indicateurs, mais on ne le verra jamais. On ne verra jamais une scène ultra privée ou quelque chose qui aurait été volontaire pour moi qui vienne le faire là, sur scène. Ça va nous échapper. En revanche, il y a des endroits où les acteurs se disent, bon, là, on se le dit entre nous, mais il faudrait pas que les gens nous entendent. Comme des moments volés. Voilà, comme des moments volés. Mais ça reste quand même des moments où le groupe a conscience que sa parole est entendue par d'autres. Donc on n'est jamais dans des moments qui seraient beaucoup plus privés ou de l'ordre du scoop intime ou des choses comme ça. On n'a pas du tout travaillé dans ce sens. Ouais. Non, mais tant mieux parce que mais c'est vrai. Dans cette maison, enfin, moi je trouve qu'on est placé on est placé au bon endroit, parce que ça aurait été très gênant qu'on en ait à attaquer notre pudeur naturelle. Déjà, il y a beaucoup de fantasmes sur cette maison. Là, on parle de cette maison, même si c'est dans un autre temps, mais on en montre quand même quelques rouages. On n'a vraiment pas besoin d'avoir un œil un peu malsain sur la troupe et comment elle réglerait des comptes. Il n'y a pas du tout ça, en fait. Il y a juste comment faire pour que ce théâtre, le théâtre de Molière, cette troupe, soit au mieux, représente les choses le mieux possible, mais c'est toujours tellement ça aujourd'hui. Mais les petites affaires intestines, on a une écriture qui nous permet de toujours garder un voile de pudeur sur les choses, et moi j'apprécie beaucoup ça dans le travail, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'un travail d'exhibition, quoi. Il ne s'agit pas de montrer, de dévoiler, il s'agit d'évoquer, de faire rêver encore, et en même temps d'être dans une réalité qui n'est pas de l'ordre du fantasme, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un Molière fantasmé, on est au contraire même dans une troupe de Molière très concrète, et dans laquelle nous, on se sent vibrer très fort, parce qu'on sent la justesse, on sent que tout ça est très juste. Et puis, on est dans une subtilité qui est que parfois, on a l'impression d'avoir écrit des choses presque comme un filigrane, et qu'on est suffisamment attentif pour que ce filigrane, dans le texte, soit entendu de tout le monde.
On fait attention que certains moments soient des moments précieux, qu'on les entende, puis d'autres moments qui sont des moments plus déclaratifs, quoi. Et c'est bien je trouve c'était très important de ne pas être mal placé de ce point de vue-là. C'est un peu comme la musique de chambre, finalement. Il y a une forme de confiance, on écoute le chant de chacun, et ça, c'est sans doute aussi le fruit de ce travail collectif où mettre beaucoup en commun, il y a une écoute mais ça, qui est peut-être particulière. Mais ça vient Entre beaucoup vous aussi tous. du travail de Julie et de son équipe, c'est-à-dire qu'on a tellement remis les choses à chaque fois, les mêmes scènes dans des contextes légèrement différents, des points de vue légèrement différents. Un peu kaléidoscopique. Mais oui, parce qu'à un moment donné, on est la nuit, on dit pas de la même façon les choses la nuit quand il y a des enfants qui dorment à côté, puis d'autres moments où c'est la fête et on doit dire les mêmes choses. C'est pas la même chose, donc ça élargit le champ, et finalement on en est très riche, nous, après, quand on doit jouer ça. On a la mémoire de tout ça. On a des fondements qui sont vraiment très très larges, beaucoup plus larges que ce qu'on fait dans d'autres pièces. Oui, puis je crois qu'on s'est toujours posé la question aussi de comment un documentariste aurait fait. Un documentariste, il va pas rentrer dans une chambre à coucher pendant la dispute d'un couple. Enfin, je veux dire, c'est très très tordu de faire ça. Je veux dire, si je décide de faire un film sur une ferme laitière, et que je suis des parcours d'hommes et de femmes qui travaillent les uns avec les autres, je vais peut-être dire, est-ce que je peux être là à l'anniversaire de votre fils, parce que je sais que vous le fêtez en famille. Bah oui, la caméra peut venir, mais je vais pas dire, est-ce que je peux venir une nuit dans votre chambre à coucher, filmer en train de vous laver les dents. Enfin, je veux dire, donc nous, je crois qu'on a été aussi dans cette limite-là, de se dire, comme si le spectateur avait l'impression d'avoir une caméra subjective dans le XVIIe siècle, mais pas rentrer après dans un endroit qu'on s'est complètement interdit. Qui n'était pas du tout l'objet en plus du thème, qui était quand même beaucoup plus la démocratie au travail que les histoires des uns et des autres en dehors de l'espace public. Là, les thèmes autour de l'école des femmes, la critique et l'impromptu, c'est aussi ce moment-là de la troupe qui est à l'apogée un petit peu, enfin qui commence à atteindre certains grands succès. Donc c'est une nouveauté dans leur parcours, mais c'est les guerres de théâtre, c'est toute cette connivence, ce collectif-là par rapport à ce que ça, au mouvement en fait de pensée que ça a provoqué. On est beaucoup sur ces thèmes-là et la modernité de ça aussi. Nous on est assez sidérés depuis le départ d'aborder les sujets sur ce point de vue-là très moderne en fait. Le point de vue aussi de la réception de l'œuvre. Parce oui. Et puis du Paris historique etc. de l'époque. À la rigueur, on fait plus rentrer le Paris dans la maison que d'aller dans les chambres. C'est de sentir qu'est-ce que c'est que ce Paris du XVIIe. Comment il réagit, comment il réagit à la critique, comment qu'est-ce qu'on achète le soir pour dîner, qui nous gouverne. C'est une société d'acteurs dans une autre société qui est celle du XVIIe siècle en action. L'impromptu de Versailles, c'est quand même beaucoup ça. Enfin, il y a une forme de fausse répétition. Il se met lui-même en scène. Ils s'appellent par leur propre prénom. Mais heureusement qu'on a l'impromptu, d'ailleurs, pour savoir un peu comment ça se passait. Enfin, au moins pour avoir parce que, comme tu disais tout à l'heure, on n'a aucune trace, on n'a tellement rien, mais on a l'impromptu. On a l'impromptu qui nous montre un peu ce qu'il disait à ses acteurs. Quels étaient les mots? Qu'est-ce qu'ils étaient censés atteindre? Et comment? Et ça, c'est passionnant. Et heureusement qu'on a ça, parce que sinon, on aurait... Et le manque de temps, parce que nous, on a fait aussi ce petit cabaret avec Johan en janvier. Enfin, c'est vrai que là, l'année Molière est fabuleuse, parce que tout ce qu'on évoque, on le voit, où la diversité est quand même assez incroyable. Et sur le fait qu'à chaque fois, c'est des commandes qui doivent être faites en un temps record. Il y a toujours ce phénomène-là. Et je sais que là, sur cette mise en scène, j'ai l'impression qu'on convoque ces choses-là. C'est les piqûres de rappel de dire, il n'y a pas le temps, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient... il fallait que Molière réagisse tout de suite, il fallait que les acteurs soient sur le coup, texte su, pas su, enfin, cette urgence-là, on a des fois des petits coups d'accélérateur ici, mais c'est assez flagrant et ça n'est pas que sur ces pièces-là, c'est pas que sur l'impromptu. Il y a eu les fâcheux, il fallait que ce soit fait en 10 jours ou 15 jours avec les chansons, tout. Bon, on est dans cette réalité-là et c'est passionnant parce que... Mais c'est vrai que ça nous a beaucoup servi de guide, ne serait-ce que parce que c'est la seule qu'on monte quand même aussi dans le spectacle. Donc c'est comme si on partait aussi de notre propre travail de création pour arriver vers Molière et vers finalement monter aussi du Molière. Et dans la première partie, ce qui nous a vraiment servi d'appui, c'est les seuls documents que nous possédions, c'était les registres de la Torillière et de la Grange,
qui sont quand même la seule mémoire qu'on Oui. possède, en dehors de la mémoire historique qu'ont fait les historiens sur le Paris du XVIIe siècle et le contexte historique. Mais ça nous a quand même aussi structurés pour voir les contes, voir leur réalité, ce dont vous avez besoin, les chiffres, parce que c'est quand même une troupe, là on est au début de leur succès, mais rien que dans les débuts, ils sont quand même déjà très très riches. Enfin, de pouvoir remettre aussi de la valeur des choses, c'est comme si ces registres nous avaient servi pour le début, puis finalement vraiment le côté de la vie de famille, on l'a fantasmé pour pouvoir retrouver en fait la ligne de la répétition grâce à cette idée folle de l'écriture de l'impromptu de Versailles. Donc finalement, votre lanterne s'éclaire mutuellement au jour le jour. Cette construction que vous nous décrivez là, peut-être que cette arche était déjà en germe, mais en tout cas, elle se concrétise au fil des jours. On va dire que l'arche, Il y a elle des était... surprises dans la manière dont ça se concrétise. Les surprises, c'est les endroits qui étaient laissés lâches en se disant c'est au plateau de s'en emparer. Ces endroits-là, ils peuvent prendre plus ou moins de place suivant la nature des répétitions. Et notamment sur toute la première partie, beaucoup plus démocratique, on va dire que là, la troupe, vous avez quand même été très actif dans l'écriture de plateau, là, pour le coup. Ça aurait pu ne pas être le cas, et finalement, que cette partie-là soit plus modérée, on va dire, dans le spectacle. Au final, c'est une partie équivalente à l'impromptu de Versailles. Et est-ce que dans le travail, il faut aller trop loin, excéder les frontières pour trouver ce dont on parlait tout à l'heure, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le juste? Oui. Est-ce que ça passe dans le travail par des sorties de route, des excès qui font que finalement on se dit Oui. non, ça pas du tout. Bah, c'est voir jusqu'où ça tient. Enfin, c'est les petits réglages où en effet il y a certaines situations qu'on a poussées un petit peu plus extrêmes. On se dit c'est peut-être trop, ou alors il faut remettre un second degré. Enfin, ça se renifle. Encore une fois sur ces thèmes-là, ces sujets-là. Là, il y a une petite altercation d'un couple. Bon, alors jusqu'où ce couple peut aller parce qu'on est tous présents autour, c'est des choses, mais comme on s'interrogerait dans la vie, quand une situation comme ça, quand l'intime surgit dans une réunion, bon, naturellement, la personne va ou est complètement en craquage total, ou alors au contraire, tout de suite, il y a une conscience des autres. C'est tout ce travail-là, en fait. Là aussi, ce sont des indicateurs, mais à chaque fois, dans des situations où on n'est pas derrière la porte de la chambre, quoi. On n'est pas, donc on est tout le temps réveillé ou toujours en écoute et on est tous les 8 tout le temps, hein. Pendant l'intégralité du spectacle. Mais c'est vrai que c'est plus, je pense, l'histoire de curseur qu'on affine que d'être parti des fois complètement dans des excès. Où j'ai l'impression que c'est plutôt comme une boule de neige qui a grossi au fur et à mesure, mais on n'a pas fait des sorties de route. C'est des expériences qui sont remisées les unes par-dessus les autres, qui font que tous ces corps enlacés deviennent un début de récit. Mais on fait pas forcément des propositions contre-propositions. C'est finalement un chemin c'est juste un chemin de traverse, quoi. On le contourne, mais on s'en éloigne jamais tellement. Quelle est la part alors, Serge, par exemple, du personnage et de votre propre personne? On a compris la pudeur, hein. De ce que je joue, vous voulez Oui, dire dans ce que vous jouez, parce qu'on se dit que c'est un théâtre qui convoque l'intimité, enfin en tout cas l'humanité de vous, acteurs, et en même temps des histoires de personnages que vous allez incarner. Mais on a l'impression qu'il y a une porosité entre ces deux-là. À la fois, c'est totalement nous, totalement, et en même temps, il y a juste cette petite chose, ce petit décalage, parce que on est dans un rapport, ça c'est Julie qui fait ça, elle donne des règles du jeu comme si on jouait à un jeu de société, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère, un lieu, c'est comme au Cluedo, là on est à tel endroit, il y a tel... C'est vraiment, à chaque fois, on ramène des choses et pas d'autres. Et on voit à peu près, elle nous dit, là, à mon avis, ils vont être un peu comme ça. En fait, elle projette une chose et elle nous indique un peu une chose. On essaye, nous, de correspondre à ça. Et je pense qu'individuellement et dans le groupe, on essaye de correspondre à ces règles du jeu. On se déplace un peu comme ça. Nos personnages là-dedans, ils sont... Enfin, moi, je sais que je ne pense
pas vraiment à mon personnage. Enfin, pardon de dire comme Non, ça, non. mais je ne Mais non, pense pas à justement, mon c'est ça qui personnage. nous intéresse, Je ne pense ouais. pas à mon personnage parce que j'ai pas un effort d'incarnation à faire, parce que finalement, je me dis que Philibert et moi, c'est un peu le même. Hein. Enfin, je sais pas comment dire, mais je ne fais pas un effort pour aller trouver un autre personnage. Il est sociétaire de la Comédie Française, il a des liens, il a un lien un peu particulier avec son épouse. Moi, je peux très bien faire, je veux voir un peu comment ça se déplace pour moi dans ma réalité d'homme. Tout ça va bien. Il y a une sorte de conversation très agréable entre les règles du jeu qui me sont données et puis les règles du jeu que je me mets moi dans cette discussion que j'ai avec ce personnage, et c'est pas très compliqué, hein, je vais pas me prendre la tête pour ça. Ça se fait de manière assez symbiotique, assez naturelle. Il y a une rencontre qui se fait sans qu'on y réfléchisse vraiment. Il n'y a pas un gros effort pour se dire tiens, il faut que j'atteigne ça. Par contre, il y a un énorme effort, une énorme attention aux autres. Ça, c'est tout le travail pour moi. De savoir où on est sur le plateau, comment éclairer les autres, comment mettre en scène les autres, comment s'éloigner pour que la parole de l'autre soit plus projetée, donc plus audible. Enfin, on pense beaucoup aux autres finalement, je trouve. Oui, puis certains, pour rebondir sur les personnages, il y a certains personnages figures qu'on connaît mieux que d'autres. Il y a plus d'éléments pour une Madeleine Léjard, Jean-Baptiste Poquelin, et encore, même s'il en manque. Mais il y a quand même Marquise, on se dit, ah oui, Marquise, on connaît, il y a beaucoup de gens. Bon, Philibert, un peu moins, Brécourt, Hervé Pierre, et ça a été soulevé de temps en temps où on se disait, mais t'as lu des trucs sur parce qu'on avait besoin, dans un premier temps, de se nourrir jusqu'au moment où, en effet, c'est pas ça le problème, en fait. C'est pas ça le sujet. Mais on était tous un peu à l'affût de se dire, qu'est-ce qu'on apprend des uns des autres? Puis finalement, on s'en débarrasse assez vite. Mais et ils restent tous, malgré le décalage parfois de connaissance des personnages, finalement on est tous à égalité en termes de ce que chacun peut apporter aux figures. Julie, vous avez mis en scène pour la maison un Vania au Théâtre du Vieux-Colombier et puis Fanny Alexandre, dans lequel il y avait Elsa, pour la salle Richelieu. Ici, c'est aussi à la salle Richelieu. Ça nécessite dans le processus de travail quelque chose d'assez particulier qui est que il faut que quand même décor, scénographie soient pensés en amont. Vous, dont le théâtre, peut-être d'une manière plus naturelle, partirait des acteurs, de l'expérience, du travail pour arriver à une scénographie. De la même manière que vous partez de ça pour arriver à une forme de dramaturgie. C'est une contrainte qui est... Alors, la première fois que j'ai dû penser comme ça a été pour Fanny Alexandre. Parce que quand on m'a dit, mais non, il faut que tu livres 18 mois avant le décor, alors que j'avais pas fait l'adaptation, je m'étais dit, mais comment? C'est-à-dire, et donc, ok, de toute façon, c'était aussi un défi esthétique, le théâtre à l'italienne, la contrainte de l'alternance. Donc, c'est là aussi où avec Eric, je lui ai proposé de faire la scénographie avec moi. Et ce qui a été formidable, c'est qu'on a co-construit l'avancée de l'adaptation en même temps qu'on a co-construit le décor. Et je crois que j'ai un rapport... moi, je me considère metteuse en scène que par le décor, l'abri scénique que j'offre et mon travail d'actrice, acteur avec les acteurs. C'est tout. Enfin, je veux dire, j'ai pas des idées d'images. C'est une atmosphère. C'est ce que tu as décrit. Quand j'arrive en salle de répétition, je leur fais un petit décor, je décris l'atmosphère. C'est juste qu'après, je vais le faire en plus grand. Donc, c'est pas antinomique. Voire même, je me suis dit sur Fanny Alexandre, le fait de l'avoir choisi avant, je me suis dit, ah, ça y est, je suis devenue metteuse en scène. Ouais. Et maintenant, je pourrais plus faire autrement. Ça me paraîtrait ahurissant d'attendre les répétitions pour travailler le décor. C'est comme si j'arrivais avec, sans ma matière fragmentée, travailler. C'est-à-dire que pour moi, je peux tout recasser avec eux à partir du moment où j'arrive avec une construction. Oui, où vous décomposez, vous recomposez à loisir. Où je dis cette chose-là, pour moi, elle peut être décomposée parce que j'ai travaillé dessus. Et ça ne m'intéresse pas, évidemment, que le spectacle n'appartienne pas pleinement aux répétitions et pleinement aux hommes et aux femmes qui sont actifs dans cette répétition. Et mon décor, c'est une boîte qui va être habitée et c'est comment les acteurs vont s'en servir. Par contre, c'est mon endroit de rêverie. C'est ce pourquoi
Maintenant, en tout cas, ça s'est affirmé comme ça. C'est ce pourquoi j'ai eu envie de monter cette œuvre. Je ne sais pas exactement ce qu'elle va devenir, comment elle va être présentée. Et ça, jusqu'à la première, je veux m'autoriser vraiment je sais que je découvre toujours mon spectacle en même temps que les spectateurs. Alors c'est très inhibant parce que j'ai l'impression qu'il y a 800 personnes à la maternité et que je me dis c'est beaucoup trop. J'ai pas eu le temps de voir à quoi il ressemblait. Et j'ai vraiment ce sentiment-là. Par contre, avant, tout ce qui est de l'ordre du rêve, tout ce qui est de l'ordre de la carcasse d'accueil, où je vais être dépossédée. Et ça, tout mon geste de mise en scène consiste en la dépossession. Pour ça, je dois posséder avant. Donc, je vois pas pourquoi les années d'avant, j'ai mis le décor tellement en marge, alors que j'adore ça, hein. Et moi, les accessoires, les murs, je veux dire, toute mon expression passe par le visuel. Et du coup, c'est vraiment grâce à l'expérience contrainte de Fanny Alexandre que maintenant, quelque chose que je vais plus du tout de la même façon. Oui, c'est une manière finalement d'incarner ce statut de metteur en scène. Je disais pas d'ailleurs le mot, hein. Je disais dirigé par je disais autre chose. Ouais. Non, parce que pour moi, mettre en scène, c'était très étranger. Quand vous parlez de cette surprise, enfin en tout cas de cette découverte que vous allez faire en même temps que les spectateurs, vous pouvez la faire le soir de la première, mais de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, parce que si on entend bien, les choses ne sont pas gelées, figées, voilà. Mais là particulièrement, mais quand on n'a pas de texte, parce que là on n'avait pas de texte quand même, hein, ça faisait longtemps que j'étais pas retournée c'est-à-dire qu'on vraiment pour le coup on accouche d'un objet. Et tant que le public n'est pas là, cet objet, on le cherche. Et je vois pas pourquoi on se mettrait à l'arrêter alors qu'on a encore du temps sans lui. Il n'est pas sorti. Donc, il va sortir, quand je dis l'expérience de la maternité, mais je crois que c'est... Donc, cet objet-là, par contre, je dis après, il est né. Donc, quand même, il aura la figure de sa naissance. Et sa date de naissance, on la connaît. C'est un accouchement programmé. Mais, le 17 juin. Contre, voilà. Donc, je veux dire, on sait que ça va arriver. Par contre, après, on va continuer à le regarder grandir. Et cette chose-là, moi, j'estime que ce soin-là, il faut continuer. Ah, tiens, il parle, il est comme ça. On va continuer à l'accompagner. Donc, ça va bouger. Ça va plus bouger pour nous que pour un spectateur qui viendrait d'un soir à l'autre. C'est qu'on va accompagner comment le faire grandir. Mais l'acte 0, on va dire, vraiment de la création, autrement, je veux dire, ça pourrait continuer des semaines comme ça. Je veux dire, on travaille, là, c'est juste qu'on sait que cette date arrive, mais autrement. Et tant que cette date arrive, moi, elle me contraint pas. Si demain, je devais échanger toute la fin, j'arriverais pas avec une tête enfarinée. Je me dirais, voilà, tant qu'on peut le faire, faisons-le. Et après, une fois quand même que cette date de naissance a lieu, le travail change. Il se fiche pas, mais il s'accompagne d'une autre manière. Et pour le coup, je pense que si un spectateur vient voir la date de la première et revient, mettons 3 semaines après ou 1 mois et demi après, oui, l'objet aura vraiment grandi. C'est un plaisir d'acteur particulier ? Ah ouais. Bah oui, vous avez l'expérience de famille. Oui, parce que malgré tout, c'est solide. C'est-à-dire qu'on n'est pas, là aussi, c'est pas des nappes entières où on fait, si on n'est pas en forme ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Non. C'est complètement, ça intègre ça. Ces mouvements qu'on a tous. Et justement, on pourra s'appuyer les uns sur les autres. C'est des relais qui sont totalement impliqués dans le travail. Et avec les enjeux communs. Mais il y a une mécanique, en fait, qui est une sorte de structure, évidemment. Oui, il y a une structure solide. Et à l'intérieur, il y aura des vaguelettes, des vagues, en fonction du courant. Donc, c'est très agréable, parce qu'il y a rien de figé. On n'arrive pas en se disant, il faut que j'ai cet objectif-là. Si, je sais le chemin que je dois accomplir, mais après, la manière dont je vais l'accomplir, ça, Julie, elle nous fait entièrement confiance. Je veux dire, ça aussi, c'est le regard porté sur les acteurs et le travail d'acteur qui est même pas remis en... Enfin, c'est nous, voilà, c'est nous. Donc, ça, c'est une grande liberté. Vous, ça vous fait envie, ce vertige? C'est formidable. Moi, j'ai jamais travaillé comme ça, jamais. J'ai déjà fait des spectacles totalement improvisés. Avant de rentrer au Français, je faisais un spectacle qui s'appelait Très tôt impromptu, qui était un spectacle de comédien dell'arte, et on était à 1 seconde derrière le rideau, on ne savait absolument pas ce qu'on allait faire 1 seconde après. On ne savait pas où on allait rentrer.
sur quelle musique, etc., et puis pour que l'éclairagiste puisse nous éclairer au bon endroit. Et le reste, on ne savait absolument pas ce qu'on allait faire. On passait la journée à lire le journal, à se dire, tiens, Léo Ferré est mort, tiens, il y a machin, etc., pour se dire, on va pouvoir peut-être parler de tout ça. Mais là, c'est très différent. Donc, il y avait déjà quand même cette idée d'écoute, évidemment, Oui, j'imagine. oui, mais alors là, ça ne fonctionne que si on a beaucoup répété ensemble avec des gens en qui on a parfaitement confiance. Ça, c'est hyper important. Nous, on a la chance à la Comédie Française de se connaître très bien. Et j'imagine que dans ton collectif, il y a d'abord un travail de connaissance, de familiarité des gens les uns avec les autres qui est essentiel. Oui. Et d'ailleurs, quand j'ai des nouveaux acteurs, ce temps-là, il prend une vraie part dans les répétitions, le temps de la rencontre, le temps qu'un groupe se fasse. L'avantage là, c'est que évidemment ce groupe-là, exactement comme ça, les 8 avec ces figures, il n'existait pas, mais il avait déjà un passé commun, une confiance qui fait qu'on a pu quand même rentrer directement dans le travail sans une phase, des fois que je suis obligée de faire aussi plus expérimentale, le temps qu'un groupe naisse. Oui. Donc ça, c'est vraiment très très agréable. Et aussi cette chose paradoxale que je ne sens pas en moi, qui est une énorme libération, c'est que là, on est à 3 jours d'une première, je ne suis absolument pas stressé. Normalement, je commence à mal dormir ou à dormir avec toute la troupe qui serait autour de mon lit en train de dire « Réveille-toi maintenant Serge parce que tu dois répéter ». Enfin, c'est très prenant. Là, je me sens tellement en confiance, tellement sûr que le travail est mené avec intelligence, à propos, attention, bienveillance. Qu'est-ce qui peut nous arriver, quoi? Au pire, d'être un peu moins bien, d'avoir un peu moins d'attention aux autres, ce qui est grave. Mais on sait que ça ne sera jamais volontaire. Et enfin, je ne sais pas, c'est très paradoxal de dire ça, mais moi, je pense, je suis sûr que mes partenaires, c'est la même chose. On a bien sûr l'inquiétude de la première qui arrive, mais pas de la même façon sur d'autres spectacles. Parce qu'il y a quelque chose peut-être de, je sais pas, l'idée du texte écrit, gravé dans le marbre, comme vous le disiez, Elsa, c'est aussi un poids, en tout cas, c'est un juge, d'une certaine façon, Oui, puis là, c'est un processus, en fait. Justement, cet accompagnement, on l'a. On se dit pas, là, échéance, c'est ce qu'on est censé se dire un peu sur chaque spectacle. Mais c'est vrai que là, le processus de travail est tellement particulier et tellement se construit chaque jour. Je veux dire, nous, on sait que, bah oui, il y a jeudi, vendredi, et puis mais en fait, ça ne va que se confirmer dans ce voyage-là qu'on va faire tous ensemble, en fait. Le voyage commence, un autre voyage commence. Mais c'est pas un résultat à fournir. Donc la pression, elle se met pas. L'imaginaire, il s'adapte à ces mots-là. Et là, en fait, c'est de se dire bon, oui, on va se confronter au public. Mais il y a presque, je veux dire, le travail, il est aussi extrêmement ludique dans les méthodes proposées par Julie. Donc il y a aussi cette jubilation là de livrer quelque chose, une version, et puis après, de toute façon, ce que les gens aimeront et même pas, à la limite, ça devrait jamais nous soucier trop. Mais là, d'autant plus, on se sent d'autant plus en confiance, se dire bah après, c'est la loi. Ouais, on a le droit de pas aimer, on a le droit d'aimer, peu importe. Le prisme, il est pas là, en fait. Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi, dans ces dernières années, des manières d'écrire des spectacles qui vous convoquent, vous, la troupe, dans quelque chose peut-être de plus expérimental, de plus intime, de plus personnel? Je pense à Mais quelle comédie, ou des choses comme ça, où finalement, cette vie de la troupe, on ose la prendre et y mettre quand même de soi, peut-être d'une manière un peu différente. Est-ce que vous diriez qu'il y a... on est dans l'air du temps aussi de la façon dont les metteurs en scène aussi sont invités. Alors bon, il peut y avoir des politiques justement d'accueil de metteurs en scène qui ont des méthodes d'aujourd'hui qu'on observe un peu partout, et tant mieux si ça traverse la Comédie Française. Enfin, donc c'est peut-être ça aussi qui donne ce prisme-là, mais c'est vrai qu'on est une troupe d'aujourd'hui, et d'être face à des méthodes ou des projets qui reflètent ce qui se passe en dehors, c'est heureusement. Puis il y a l'honnêteté aussi des gens avec qui on travaille. On voit beaucoup de metteurs en scène qui nous dirigent. On voit des gens qui se posent des questions au bon endroit, qui travaillent vraiment avec les gens, ou alors qui utilisent les gens. Là, moi, j'ai la sensation, ça arrive rarement quand même dans cette maison, mais là, j'ai la sensation de travailler avec des gens totalement honnêtes. Et donc, de ce point de vue-là,
vous n'êtes jamais en danger parce que votre parole portera toujours. Vous savez que si à un moment donné quelque chose vous embête ou dévoile trop de choses, ça sera entendu. Enfin, parfois ça peut être embarrassant avec des gens qui ont voilà une vision esthétique par exemple d'un spectacle et à laquelle on doit adhérer. Et parfois ça peut être un peu compliqué. Et là, il faut que nous on se plie beaucoup et parfois on peut se plier dans des endroits où notre honnêteté à nous elle est un peu interrogée aussi. Ça, c'est une douleur. Dans la création, ça c'est d'énormes douleurs quand ça arrive. Malheureusement, ça nous est tous arrivé. C'est très périlleux. Là, j'ai l'impression qu'on ne peut pas être meurtri. Et quelque part, c'est agréable de pouvoir laisser affleurer une forme de fragilité chez l'acteur, une forme où à un moment donné, on peut dire, par exemple, on pourrait dire sur scène qu'on ne sait pas. Et ça serait pas jugé. C'est quand même très agréable, ça. Il y a Hervé Pierre. Oui. Parce qu'Hervé Pierre va partir. Oui. Ah bah oui. Et de le découvrir dans ce processus-là de travail. Bah, et voilà, moi, sur Fanny Alexandre, il était dessus aussi et tout ça. Donc, puis c'est le 3e spectacle. Ouais, j'ai fait Vania aussi. Donc, oui, Hervé, c'est sûr que là, on traverse des thèmes de troupe. Non, c'est formidable. Moi, ce qui me réjouit toujours, et je crois que tu ressens ça entre le Vieux-Co et puis là, les 2 projets, c'est toujours quand il y a des metteurs en scène qu'on admire ou qui sont heureusement conquis par la troupe, parce que je pense que la troupe humainement, je veux dire, ça brasse du monde. Mais quand tout à coup, c'est quand même un système, c'est quand même une façon de fonctionner, l'alternance, la rigidité des emplois du temps. Enfin, c'est quand même une façon de travailler ici qui est très particulière et qui peut bousculer parfois la façon dont les metteurs en scène arrivent Et je suis toujours assez bouleversée de me dire que ce chemin-là se fait, a lieu. Et autant des acteurs vers les metteurs en scène que des metteurs en scène avec les acteurs. J'ai toujours rassuré de ça, en fait, de me dire ça va, cette maison, on est dans l'humain et on continue à parler de ça. Voilà. Moi, ça me réjouit toujours depuis 19 ans que j'y suis. Oui, puis cette vie de la troupe, c'est vrai que chez Molière, dans les 3 pièces, donc, parce que c'est, on pourrait dire, unité de temps, de lieu, d'action. Il y a en fait ce théâtre et cette maison mêlée, ces années 1662-1663, et puis cette action qui serait peut-être la vie d'une troupe. Oui, et moi je me suis pas du tout sentie exclue de ça, c'est-à-dire que je pense que comme vous pensez à la Comédie Française, moi je pense à mon collectif ou au théâtre que je dirige. Enfin, j'ai pas du tout la sensation justement d'être dans une mémoire historique d'un lieu qui pourrait être plus grand que nous. Moi, c'est vraiment des hommes et des femmes qui ont bâti des grandes histoires de troupes permanentes ou de troupes qui durent. Et comme le disait tout à l'heure Serge, se poser la question d'y rester, qui a sa place, est-ce que j'ai encore ma place, de nos frustrations. Enfin, j'ai le sentiment aussi que grâce au thème de Molière, ça pouvait ouvrir aux aventures collectives qui sont intestines ici, mais aussi les aventures collectives d'ailleurs. Ouais. Enfin, moi, je pense beaucoup à Saint-Denis, au TGP. C'est quand tu disais aussi de retirer le fantasme. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui notre place aussi dans la société, quand on a envie de faire du théâtre public ensemble, mais aussi que on a des subventions publiques. Du coup, on dirige des institutions. Enfin, c'est tous ces thèmes-là aussi qui traversent. Où moi, je me suis aussi sentie. On est metteuse en scène invitée quand on arrive. Alors la première fois sur Vania, on découvre tout parce que des infidélités dans notre métier. Enfin, les acteurs en font tout le temps parce que mes acteurs et mes actrices vont jouer avec plein de monde. Mais moi, j'avais jamais fait ça. Donc vraiment, c'était pour le coup une vraie première, une vraie découverte. Vraiment, c'était étonnant, je trouve. Et ça, on peut le faire d'ailleurs qu'ici, parce que je vais pas aller travailler avec un autre collectif. Enfin, ça n'existe pas. Et puis Fanny Alexandre, c'était presque une rencontre aussi avec comme je le disais tout à l'heure, avec moi-même, avec ce titre un peu de metteuse en scène et de ma place. Là, c'est un projet qui est plus collaboratif, qui est plus démocratique, mais vraiment au sens grand du terme. J'ai l'impression que ça
ça parle du passé, d'aujourd'hui, de nous plus généralement. Et ça pose encore la question de l'invitation à un autre endroit. Je me sens plus du tout invitée. J'ai l'impression que, et d'où le fait que j'ai le désir que ce spectacle-là aille jouer aussi au TGP de Saint-Denis. Enfin, pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus large, mais c'est peut-être aussi le fait d'avoir repris nos activités après la pandémie, quelque chose sur la question du faire ensemble que j'interroge aussi avec ce spectacle-là et avec vous. Mais pour moi, ça casse les murs. Ben, on va venir se retrouver comme ça à la place du spectateur avec comme une sorte de caméra, voir un peu ce qui se trame dans ce Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres. C'est à partir du 17 juin, c'est jusqu'au 25 juillet. Ici donc, salle Richelieu. Un grand merci à tous les trois d'être venus comme ça en sortant de ce premier filage. On a fort hâte évidemment de découvrir comment tout ça va prendre corps au fil du temps. Évidemment, comme chaque semaine, tout est à retrouver sur le site de la Comédie Française. Et puis, un immense merci aux artisans qui sont derrière les caméras ce soir, Arthur Lenoir et Andrea Vilchange. Vous avez rendez-vous comme chaque semaine à 19h lundi prochain et ce sera avec Béline Dola. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir.